nous sommes la maison de l'environnement. Or, une bonne partie des cancers, c'est maintenant prouvé, sont d'origine environnementale. Et donc, ça nous préoccupe. Et c'est aussi la maison de la solidarité. Et à ce titre, nous devons être solidaires des personnes en souffrance, en particulier victimes d'un cancer. Et donc, c'est à ces deux titres qu'on l'accueille. Je voudrais vous remercier d'être nombreuses et nombreux. J'ai vu que dans l'assistance, il y avait en plus notre conseillère départementale du secteur, et puis j'ai vu une conseillère régionale aussi qui est présente. Je les remercie d'être présents dans leurs fonctions. Je pense que ça peut leur être très utile. Voilà, mais sans plus tarder, on va donner la place au débat. Merci. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour donc notre première soirée de l'Alliance contre les pesticides à Lille. On est un collectif qui regroupe plusieurs organisations, donc Cancer Colère, bien sûr, Génération Future, représentée ce soir, Greenpeace, qui sont là-bas aussi avec nous, la Confédération Paysanne et ses amis, dont je fais partie, Aprobio, qui est une association de promotion de l'agriculture biologique, la Fédération Nord Environnement et les Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion. L'idée de l'Alliance, c'est de se regrouper, puisqu'on est toutes des organisations qui luttons contre les pesticides et les violences chimiques, plus généralement. Et c'est une alliance qui est ouverte à toutes les organisations qui partagent ce combat et nos valeurs. Et on est très très contents et contentes de voir qu'on est aussi nombreux et nombreuses ce soir. Un petit point tout de suite, on va faire des photos pour les réseaux sociaux. Nous, on va faire un article par exemple pour le journal de la Conf. Donc s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être photographiées, manifestez-vous, comme ça on prendra des photos ailleurs, tout simplement. On a la chance ce soir d'accueillir donc Fleur Breteau, qui est fondatrice du collectif Cancer Colère, qui va nous parler de son livre, que vous pouvez trouver en vente là-bas avec la librairie Le Biglemois, qui est sur la place de Fives et qui est avec nous ce soir. Il y a également Judith, qui représente Génération Future, qui est aussi médecin généraliste. Il y a Antoine, qui est de la Confédération Paysanne. Donc Antoine, il est paysan et il fait des fromages que vous aurez la chance de retrouver tout à l'heure sur notre buffet. Et Jo, qui est représentant du comité local lillois des Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion. Voilà. Et donc, oui, après notre soirée, on aura donc un bar qui est bar et buffet à prix libre et conscient. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont passé la journée à cuisiner pour nous préparer une bonne soupe froide. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous après. Fleur, je te laisse commencer. Okay, merci. Merci beaucoup. Alors moi, j'aime bien être debout quand je parle de cancer. Je sais pas pourquoi. Merci beaucoup pour toute cette organisation. C'est dingue de voir autant de monde et d'être sur scène avec des gens en alliance, de ne pas être toute seule et d'être soutenue et portée par tous les gens de Cancer Colère en France et l'antenne locale des Hauts-de-France. Et je remercie Émilie, Loïc et tous les autres. Je ne sais pas par où commencer. Parce que parfois je dis, est-ce que vous avez apporté votre sac de couchage? Parce qu'on peut rester jusqu'à demain matin, si vous voulez, parler de cancer et de pesticides. Pour raconter un peu pourquoi on est là et pourquoi on ne devrait pas être là, Cancer Colère ne devrait pas exister. Si on existe, c'est qu'il y a un système qui est en place et qui est en faillite, à plein de niveaux. Et moi, je m'en suis rendu compte dès le diagnostic de mon deuxième cancer. 3 ans après le premier, et c'était un vendredi soir, et en début de soirée, et la radiologue me dit oui, là vous avez c'est une tumeur, c'est cancéreux, et quelques heures plus tard,
un de mes plus proches amis décédait de son cancer généralisé. À 46 ans, il a grandi et fait ses études dans les Hauts-de-France. Et il laissait une petite fille qui est ma filleule et qui allait avoir 10 ans un mois après. Et là, je me suis dit, en fait, le cancer fabrique des orphelins. Et ce cancer-là, je le racontais hier soir dans la librairie, c'est qu'il s'est un peu installé dans ma vie. Et entre mes deux cancers, il y a eu plein de cancers autour de moi, dans ma famille, des gens plus jeunes que moi, essentiellement, des amis, des sœurs, frères, amis d'amis. Et là, tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je commençais à me dire, il y a un problème. Et je suis suivie à l'hôpital Gustave Roussy, qui est le cancer campus numéro 1 en Europe, en région parisienne. Et là, je me rends compte que je n'en crois pas mes yeux. C'est-à-dire que je pensais être une des personnes les plus jeunes. Or, je croise des enfants, des étudiants, enfin des gens qui me paraissent être de l'âge d'étudiants, des jeunes adultes. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui déraille. Et toute cette intuition, évidemment, elle m'a menée par tout un parcours à plusieurs pensées, à déjà me dire comment on fait pour guérir dans un monde qui nous empoisonne. Parce que j'entendais le président de la République, Emmanuel Macron, dire « Non mais le cancer, on en guérit ». C'est vrai que c'est très rassurant. Donc, en sous-texte, c'est si l'avenir c'est la chimio, sachez que c'est de moins en moins compliqué la chimio, voilà, et puis c'est de plus en plus accessible. Et il y a cette révolte par rapport à ça. C'est quoi ce qu'on nous offre comme avenir et qu'est-ce qu'on nous demande de prendre comme risque de plus en plus important pour ménager, sauver, faire prospérer des filières industrielles agricoles. Et je ne comprends pas en fait. Et c'est ça qui est aussi le fondement de cette colère, c'est le chagrin de la disparition de mon ami, c'est ce cancer qui est dans mon corps et qui ne veut pas partir. Et c'est me dire, mais cette observation dans l'hôpital, à croiser des gens de tous âges, à me dire c'est absolument pas normal. Quand on est jeune, quand on est un gamin, on a autre chose à faire que de s'occuper d'un cancer. Et là, il y a des chiffres qui tombent. Donc j'apprends que depuis 1990, le nombre de malades du cancer a doublé, selon Santé publique France. Mais j'apprends aussi qu'il y a 6 cancers qui sont en nette progression chez les 15 à 39 ans. Qu'il y a un problème de calcul des cancers pédiatriques en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a les mêmes chiffres depuis 10 ans et c'est pas normal. Puisque pourquoi les chiffres officiels sont toujours les mêmes alors que les services d'oncopédiatrie sont saturés de gamins. Pourquoi la France détient le record du monde de cancer du sein ? Pourquoi est-ce que les Antilles ont été contaminées par la chlordécone grâce au décret fourni, malgré les interdictions, grâce au décret fourni par les différents ministres de l'Agriculture, à la demande du président des exploitants de bananes aux Antilles. Et donc il y a un écocide installé aux Antilles, donc j'ai appris grâce aux ouvrages de Malcolm Ferdinand et les conférences du COADEP, un collectif en soutien aux ouvriers malades du chlordécone. Et donc les sols sont pollués pour des centaines d'années. La population est imprégnée à plus de 90% par la chlordécone. Et justement, on parlait juste avant avec Antoine, le principe, et Judith, tu pourras infirmer ou pas, ou confirmer ce que je dis. Je l'ai entendu par une médecin, il y a 2 semaines, de AMLP, l'alerte médicale sur les pesticides. Le problème des pesticides, c'est qu'ils sont CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ils ont une incidence, la plupart d'entre eux ont une incidence sur nos hormones, sur le fonctionnement de nos cellules. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire que souvent, les fabricants de pesticides testent leurs produits et voient s'ils influent notre génome. Et souvent, ils n'influent pas le génome. Ce n'est pas un problème génétique. Ils influent sur les cellules elles-mêmes et
il met le bazar dans il les déprogramme, il dérégule leur fonction de programmation. Donc ça passe pas par la génétique. Mais quand on explique le problème de contamination, les rapports de l'INSERM de 2013 et de 2021 l'ont montré, c'est-à-dire qu'on a un problème de contamination. On montre bien que les pesticides contaminent les corps dès la conception, autant par les pères que par les mères. Donc si les personnes qui conçoivent un enfant plein d'amour et et qui sont contaminés par les pesticides, ils peuvent transmettre cette dérégulation cellulaire à leurs enfants et leur donner un risque grandissant de plein de types de troubles. Neurodéveloppement, cancer, plein d'autres choses. Et c'est ça le problème. Sans compter qu'on est dans des polyexpositions maintenant. Voilà. J'ai pas trop envie de passer ma soirée, mon temps à vous déprimer, donc on va aussi un petit peu changer. Mais toutes ces informations, moi, elles m'ont amené à me dire, ok, début mars l'année dernière, j'apprends que la science dit que le cancer est une épidémie en France et dans les pays occidentaux. Selon des études très robustes, et notamment des études scientifiques très robustes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des cancers qui augmentent dans toutes les classes d'âge de la population. Donc c'est épidémique. Et là, je me dis, là, ça va être branle-bas le combat au gouvernement. Ils vont lâcher tout à faire cessante, voilà. Et on va avoir une réunion d'urgence. Ils vont réagir et proposer un plan d'urgence sanitaire sur le cancer et les maladies chroniques, comme les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, et puis les troubles du neurodéveloppement chez les gamins. Et il ne se passe rien. Silence radio. Donc moi, je continue ma chimio, j'accumule de la donnée, et il ne se passe rien, j'entends rien. Et j'entends juste des ministres qui parlent de la loi du plomb en disant que c'est ce que veulent les agriculteurs, donc je ne parlerai pas en leur nom ce soir. Et là, moi, ma colère, elle grandit. Et surtout, c'est marrant, dans les hôpitaux, quand on est en chimiothérapie ou dans les salles d'attente, parfois on discute avec les gens. Parce que les rendez-vous en retard, on passe du temps, on a du mal à se concentrer pour bouquiner, c'est pas évident. Donc il y a des discussions qui se font, parfois très fugaces. Mais souvent, il y a quelqu'un qui va dire, mais pourquoi on a un cancer, en fait ? Et là, tout le monde va dire, ouais, mais il y a du poison partout. Dans l'eau, dans l'alimentation, dans l'air, donc forcément. Donc c'est déjà là, on le sait. Mais les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et moi, cette impuissance-là, elle me rendait dingue. Je me dis, mais je ne sais pas ce qu'on peut y faire. Mais moi, je ne sais pas comment je vais guérir là-dedans. Et là, Cancer Colère est arrivé sur la table. Un jour où j'étais en chimio, je le racontais aussi hier soir, en session un peu difficile de chimiothérapie, et j'apprends que les sénateurs ont voté pour la loi du plomb. Et ils s'en réjouissent, ils font des interviews télé, ils se disent non, mais c'est ce que demandent les agriculteurs. Nous, on répond juste aux besoins des agriculteurs. Et puis, l'acétamiprid, c'est pas du tout toxique. Ça, c'est des fake news. Ok, donc l'acétamiprid, c'est un néonicotinoïde qui non seulement est très toxique pour les pollinisateurs, mais c'est un des plus toxiques pour la santé humaine. Et c'est un produit qui, par voie respiratoire ou cutanée, se précipite notamment dans le liquide encéphalo-rachidien des gens et des enfants pendant la grossesse, pour provoquer des troubles. Et d'ailleurs, une étude suisse a montré que dans le cerveau de toutes les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, on a retrouvé des néonicotinoïdes. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas... Enfin, visiblement, il y a quand même des forces politiques qui se moquent totalement de la santé publique. Donc, chemin faisant, ma colère, c'était soit je la garde au fond de moi, soit j'en fais quelque chose. Et c'est intéressant de voir comment la maladie passe par le corps et comment certaines émotions passent par le corps aussi, dont la colère. C'est très physique, on a des stigmates physiques. On rougit, on a chaud, on devient fou, on vibre, ça nous chatouille, ça fourmille de partout.
Et j'ai appris plus tard qu'il y a deux émotions qui nous mettent en mouvement, c'est la colère et la joie. Et c'est tout ce qu'on a envie de faire à Cancer Colère. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à en parler autour de moi, de Cancer Colère, puisque ce jour, en chimio, j'apprends que les sénateurs adoptent la loi du plomb. J'étais dans un tel état de geyser de colère, ça me dépassait tellement, que c'est là où j'ai griffonné Cancer Colère avec des slogans. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis des mots sur ma colère. Donc après, j'allais mieux. Et à la suite de ça, j'ai rencontré des gens et on a commencé à coller des affiches Cancer Colère dans les toilettes des hôpitaux. Moi, ça me suffisait, c'était super. Dire les industriels nous empoisonnent, le cancer est politique, moi, le cancer est raciste et colonial. Moi, ça m'allait très bien. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où je vous épargne les détails, mais on a été repérés et on nous a proposé de faire une prise de parole devant l'Assemblée nationale et d'après aller à l'Assemblée le jour du vote de la loi du plomb, avec d'autres, avec des victimes des pesticides, au sein du collectif qui s'appelle le CSVPO, qui est très très important. C'est le collectif en soutien des victimes des pesticides de l'Ouest, qui accompagne les personnes qui sont victimes de pesticides, notamment des ouvriers, travailleurs agricoles et exploitants, mais aussi riverains, riveraines, dans la reconnaissance de leur maladie, en maladie liée aux pesticides. Donc quand on nous dit, donc c'est auprès d'une agence gouvernementale qui s'appelle le FIVP, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc c'est une agence gouvernementale qui a reconnu qu'il y avait plusieurs cancers et la maladie de Parkinson qui étaient liés, plus la transmission in utero et le trouble de neurodéveloppement chez les enfants, liés à l'exposition des parents aux pesticides. Et après, ces mêmes personnes qui financent ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides sont capables de dire qu'il n'y a pas de lien entre pesticides et maladies. Ce qui est complètement schizophrène, quoi. Donc pourquoi ils ont une agence qui indemnise très peu de personnes en plus, parce que c'est un parcours du combattant. Donc voilà, donc ça n'a pas fonctionné. On en est toujours là, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc il y a un moment donné où, à l'Assemblée nationale, j'y vais, je suis très intimidée, je trouve ça incroyable d'être dans la maison des lois. Je m'assieds, on nous prévient qu'on n'a pas le droit de prendre la parole, qu'il faut être aussi vivant et animé qu'un tabouret. Donc on se met dans la peau d'un tabouret, on ne bouge pas, on ne parle pas, on se regarde à peine. Et là, on entend pendant 1h30 des personnes qui, pour une grande partie, trop grande partie d'entre elles, racontent n'importe quoi, sans avoir aucune sanction, sans avoir à citer leurs sources. Des gens qui sont capables de dire que la 7e hybride est 8000 fois moins toxique que je ne sais quoi, que les méga-bassines se remplissent avec de l'eau de pluie, que je sais pas quoi. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est ces gens-là qui fabriquent les lois. Mais où est-ce qu'on peut mentir comme ça, sans avoir de problème ? Enfin, moi, je sais pas. Si vous connaissez un autre endroit, dites-le moi. Il y a peut-être des plateaux télé aussi. J'y pense à tout d'un coup. Ouais. Mais ils fabriquent des lois. Et là, évidemment, moi, ce qui s'est passé, c'est que, au bout d'un moment de cirque, 1h30, 2 heures de cirque, je me suis rendu compte que ce cirque, c'était aussi un détonateur de maladies. Et quand, 2 minutes avant le vote, je réalise que c'est cuit, et que ce sont ces gens-là, ces forces politiques du centre, des droites et de l'extrême droite, qui vont soutenir la loi du plomb, qui se moquent de la santé publique, qui se moquent d'autres députés qui parlent de la santé des agriculteurs, du revenu minimum pour les agriculteurs, de la santé publique, des cancers, etc., qui rigolent, qui les envoient balader, qui les humilient, qui les insultent. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je me suis sentie en danger. Tout simplement. Je sortais de 6 mois de chimiothérapie, j'étais affaiblie, et je me suis dit, mais je suis en danger. Et qu'est-ce que je fais ? Je regarde, je suis la seule avec la tête du cancer. Donc j'ai pris quelques respirations, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire ? Je savais, puisqu'on leur avait écrit pendant plusieurs semaines, serez-vous les alliés du cancer ? Donc je me suis dit, je vais leur dire qu'ils le sont. Et donc je me suis levée et je leur ai dit, vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Et là, ils étaient un peu surpris.
ils étaient un petit peu surpris parce que ils faisaient leur cuisine entre eux quand même. L'idée, c'était que ça se passe entre eux. Et là, c'était la société civile qui jaillissait à un moment absolument pas prévu. Et on m'a dit après où ça n'était jamais arrivé. Mais j'ai eu l'impression, moi, d'être extrêmement soulagée d'avoir fait mon boulot de cancéreuse. Et d'avoir fait le boulot au nom de toutes ces personnes que j'avais croisées pendant mon traitement. Tous mes proches malades, mon ami décédé, mais c'est vraiment aussi beaucoup les visages de ces personnes que j'ai croisées à l'hôpital. Donc pour la très grande majorité, je ne connais pas le prénom. Et là, je leur ai dit, nous le ferons savoir, mais je ne savais pas dans quoi je m'engageais, parce que j'avais aucun projet. Autant vous dire. Et donc de là, tout le reste s'est déclenché, mais ce qui s'est passé, c'est que on a reçu des centaines, des milliers de messages, nos boîtes mail ont explosé, et Loïc nous a écrit, d'autres gens nous ont écrit, Nancy nous a écrit, et plein d'autres, pour monter des antennes locales cancer colère chez eux. Donc on a 40 quasiment antennes locales. On a aussi une personne ici qui lance l'antenne locale de Belgique. On va s'internationaliser, c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'était pas du tout prévu. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais en fait, désobéir, ne pas être poli à un moment donné, se lever pour quelque chose qui est censé, qu'on partage tous au-delà de nos opinions, et bien en fait, je l'ai fait pour moi d'abord, mais je me suis rendu compte que ça résonnait chez plein de gens, et peu importe les opinions politiques. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez grave, où vous avez des forces politiques qui sont capables de s'organiser pour, au mois de février dernier, empêcher une loi de protection des points de captage d'eau potable de passer au vote. Ils étaient tout contents. On a empêché une loi de protection de l'eau potable de passer. On est face à des gens-là, aujourd'hui. Et j'en passe et des meilleurs, parce que Antoine et Marie, vous en parlerez. Mais ce qui est formidable, ce qui change tout, quand on est malade ou quand on est aidant, endeuillé, et qu'on vit la maladie, soit dans son corps, soit dans le corps d'une personne aimée, qu'on a peur de la mort, qu'on a peur des médicaments, qu'on est plein d'effets secondaires, ou qu'on assiste à la souffrance d'une personne chère, on sent beaucoup de solitude, d'isolement, de détresse, d'impuissance. Et il m'est arrivé un truc dingue, c'est de rencontrer d'autres personnes que j'aurais jamais dû rencontrer, de mettre en commun nos colères et d'en faire quelque chose, de donner une forme à nos colères, de faire des banderoles, de faire des stands, de faire des tracts, d'informer avec des faits scientifiques de la science publique. Et rien que d'aller tracter ou de coller des affiches dans les toilettes qui parlent de cancer colère, déjà ça fait un bien fou, quoi. Donc on se met en mouvement, on se rencontre, on se met en mouvement avec toute notre colère, toute notre joie. Et quand on donne une forme à la colère, tous ensemble, la peur, elle descend de plein de crans, quoi. Donc même pour les personnes qui sont angoissées par la maladie, qui ne sont pas directement touchées, ça fait du bien, parce qu'on a des anxieux qui viennent nous voir, ils s'appellent les futurs malades. Ils disent, oui, moi je suis un futur malade, je peux quand même venir. Donc oui, mais c'est vrai qu'on s'est organisé, on a fait plein de choses, mais ça ne suffisait pas. Et je prends encore 10 minutes. Ça va ? Parce qu'on a réalisé un truc, c'est qu'on sait que les lois horribles, les lois pourries, ils en ont plein les manches, quoi. Donc on sait qu'il y a la loi d'urgence agricole. Rien ne résout. Ils ont signé le Mercosur, le traité de libre-échange. Tout aggrave la situation. Et nos adversaires, on a compris, on les a identifiés, et ça fait du bien aussi. Et ce sont les mêmes que les agriculteurs et les éleveurs indépendants. Ce sont les industriels de l'agriculture et les industriels de la chimie. Ce sont les gens qui accaparent les terres, qui accaparent les moyens de production, qui décident des prix, qui décident des politiques d'abattage de troupeaux, qui décident de ce qu'on a le droit d'exporter ou pas, de comment on fait, etc. Et qui empêchent, qui enlèvent l'autonomie des agriculteurs et des éleveurs indépendants, qui les mettent à la merci des industriels. Et ce sont eux qui sont des super consommateurs de pesticides. Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils balancent du pesticide à fond
pour augmenter les rendements, même si c'est de 1%. Pour eux, c'est du gain. Et qu'est-ce qu'ils s'empressent de faire après? Ils exportent. Moi, j'ai rencontré des éleveurs et surtout des céréaliers en bio en Charente, dans la plaine d'Auny, que les industriels ont transformé en monoculture absolument sinistre. Il n'y a pas un arbre, il n'y a plus une haie, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Ils balancent tellement de pesticides que la rivière, la Charente, est la plus polluée de France. Parce qu'en plus, en amont, il y a le Cognac. Donc, c'est délirant, quoi. Et il n'y a plus un oiseau. Ils disent, on n'entend plus les oiseaux, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, une fois qu'ils ont pesticidé de folie, leurs récoltes, ils les envoient au port de la Palisse à La Rochelle pour être expédiés sur le marché international. Donc, quand on nous parle de souveraineté alimentaire, je voudrais savoir, c'est plutôt la souveraineté du compte bancaire, quoi. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'on nous raconte, le récit dominant, il dit les pesticides sont indispensables pour nourrir la population et on sait que c'est faux. Et ces industriels, notamment de la chimie, qui sont responsables, en fait c'est quand même, à la base c'était des armes de guerre, hein, les pesticides. C'est des armes de guerre faites à base de pétrole, avec plein d'adjuvants, plein d'horreurs, qu'ils ont, une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout notre stock? Et bien, bim, révolution verte, ils les ont recyclés direct dans l'agriculture. Je ne suis pas sûre qu'ils aient pensé beaucoup à votre santé dans le processus. Et ce sont des gens comme Syngenta qui ont des filiales qui s'occupent de fournir des armes chimiques à Israël à utiliser au Liban et à Gaza. Ça. Donc on est quand même dans un schéma, un mode de fonctionnement où on se dit l'industrie chimique doit être désarmée, quoi. Ce sont des gens qui sont très très dangereux. Ils utilisent l'agriculture pour prospérer. Mais l'agriculture n'a pas besoin de l'industrie chimique. Et ces industriels qui détruisent le monde agricole indépendant, ils fabriquent des malades en même temps, à cause des pesticides et de la violence chimique. Donc on se retrouve dans une situation où, d'un même mouvement, le monde paysan étouffe et il y a de plus en plus de malades. Donc on est dans le même bateau, à parler de la même façon, à parler de détresse, d'être méprisé, d'être invisibilisé, de se dire qu'on va crever, qu'on ne sait pas comment on va continuer. Les malades du cancer parlent pareil de leur maladie ou de la maladie de leurs proches. Donc cet hiver, avec des gens de cancer scolaire de toute la France, on s'est dit non mais, des représentants, on s'est dit non mais ça peut pas continuer, là on est fatigué là. Et puis on a un peu le feu au derrière nous, hein, parce qu'on a des camarades qui tombent malades, des camarades qui décèdent, des camarades qui rentrent en soins palliatifs, des gens on apprend leur cancer, donc on n'a pas le temps d'attendre. Quand on nous dit oui, il faut être patient, non en fait non, je crois que vous n'avez pas compris. C'est fini la patience. Surtout qu'ils sont peut-être pas au courant, mais cette année, c'est l'année du cheval de feu. C'est nous. C'est pour nous. Le cheval de feu. Et nous, on se dit, c'est un beau symbole, quoi. On se dit, on a 1 an. On a 1 an pour changer. Il y a l'année dernière, on a fait des trucs incroyables, quoi. On s'est bougé, on a signé des pétitions, on a discuté dans les repas de famille, des pesticides, on a discuté tout ça, on a fait plein de trucs. On leur a fait peur. On a fait bouger les choses. On a fait bouger la justice qui a condamné l'État pour non-respect de la loi sur les autorisations de mise sur le marché des pesticides, puisque les pesticides, pour être autorisés, ils doivent prouver qu'ils sont inoffensifs pour la biodiversité et la santé. La justice a statué, selon les recherches scientifiques, que ça ne marche pas. Donc l'État a un problème. Et l'État a fait appel, quand même, de ce verdict, et 2 semaines après, le lobby des pesticides faisait pareil. Mais ils sont obligés. Donc, ils ont 2 ans pour revoir leur protocole d'autorisation et réévaluer tous les pesticides problématiques. Donc on va mettre la pression aussi. La justice de nos côtés, le Conseil national de l'ordre des médecins, très à gauche, très très à gauche. Un peu, hein, dangereux hein, quand même, hein. Éco-terroriste, hein, un peu. Ils ont publié un communiqué de presse qu'ils n'ont jamais enlevé, hein, qui reste depuis le 28 juillet 2025 sur leur site, qui dit qu'on ne peut plus douter du lien entre pesticides et maladies. Et que pour la construction des lois, on doit avoir comme
principe souverain, la santé publique, au-dessus des intérêts industriels. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, on est de plus en plus nombreux. Il y a les étudiants de l'AgroParisTech, des paysannes, des paysans, des viticultrices, plein de gens, des associations de parents d'élèves qui commencent à se mobiliser, la FCPE en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, qui se mobilise contre les pesticides parce que les écoles sont pesticidées de partout. Donc on s'est dit, ouais, il se passe un truc quand même. L'année du cheval de feu, là, il y a de plus en plus de monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va garder espoir? Parce que c'est pas nos petits bras de cancéreux qui vont tout changer tout de suite. Donc on réfléchissait, on se dit, mais il y a quand même des trucs qui fonctionnent quand même. La pétition contre la loi du plomb, c'est énorme. On s'est dit, mais si chaque signataire prenait une journée d'ici les présidentielles pour contribuer à la lutte pour la santé publique et contre les pesticides. Mais ça fait des millions de journées. C'est pas mal, des millions de journées. On s'est dit, ah, mais en fait, les gens, qu'est-ce qui leur manque? Bon, il y a des gens, ils sont dans le déni. C'est trop dur pour eux de voir les pesticides, la maladie, tout ça, c'est bon, ok. Puis il y en a, ils savent pas trop quoi faire. Par où commencer? Parce qu'il ne s'agit pas de devenir un militant professionnel, c'est pas du tout réservé à tout le monde. Encore une fois, on boit la même eau potable, donc peu importe pour qui on vote, on va se mettre d'accord, on va tous s'allier pour défendre nos biens communs, quoi. On s'est dit, on va faire un petit manuel d'outillage. Et on va lister plein d'idées. Tu as 5 minutes, tu peux écrire une carte postale, vous êtes l'allié du cancer, à un ministre ou une ministre de votre choix, par exemple. À un député ou un sénateur. Parce qu'une carte postale, ça circule, c'est pas un mail qui reste dans une boîte mail. Ça circule, on le voit. Puis plus il y en aura, plus ils auront les boules. Parce qu'ils n'aiment pas trop quand même. Hein. Ils n'aiment pas trop qu'on fasse des trucs comme ça. Ça les dérange. Et en plus, c'est pas illégal d'envoyer une carte postale. Si vous avez 1 heure, bah vous pouvez télécharger des tracts cancer scolaire. On va faire un tract sur l'eau potable, sur les cancers pédiatriques. Voilà. Tout ça, ça sera disponible fin août. Si vous avez une demi-journée, vous pouvez organiser un apéricide. Vous, devant la mairie, ou dans votre quartier, ou avec des potes, des proches, vous imprimez quelques tracts cancer scolaire, vous fabriquez des boissons un peu flashy, glyphosate, acétamipride, château Genevard, cuvée Laurent Duplon, et puis 2 cakes aux olives, et puis un sauciflard, et du bon fromage d'Antoine. Et on discute pesticides. Et on se dit, là, on fait quoi là? On fait quoi? Et dans ce manuel aussi, on va rappeler quelques petites règles juridiques et des conseils amicaux pour comment interpeller un candidat ou une candidate aux élections présidentielles et leur soutien, les élus, députés, sénateurs, présidents de région, qui vont aller se balader pour comment on les interpelle sur la santé publique, comment est-ce qu'on leur dit vous êtes un allié du cancer, qu'est-ce que vous prévoyez sur la santé publique, pourquoi vous soutenez les pesticides, comment vous pouvez agiter l'insécurité soi-disant liée aux migrantes et aux migrants, aux syndicalistes, aux fils et aux filles d'immigrés, aux féministes, aux éco-terroristes, alors que pendant ce temps-là, vous êtes en train d'installer une insécurité chimique réelle qui concerne et qui menace 100% de la population. C'est irresponsable. Et nous, on va commencer à parler de crimes collectifs. Parce qu'il s'agit de ça. Ils font exprès d'ignorer la science. Et la science, elle est catégorique. Donc ils ont trouvé 4 Pékins pour dire que c'est pas vrai, le cancer ça va très bien, mais on va pas les écouter ceux-là. Il y a des milliers de médecins, des milliers de chercheurs, de milliers de toxicologues l'année dernière qui se sont mobilisés contre les pesticides, donc on va les écouter. Donc on va parler de tout ça dans le manuel d'outillage, on va parler des affiches aussi que vous pourrez trouver auprès des antennes locales cancer scolaire pour tapisser tous les chiottes de France avec un QR code, des affiches marrantes, hein. Enfin un peu vénère mais marrantes. Et puis il n'y a pas de caméra de surveillance ni de police dans les toilettes. Donc personne ne saura que c'est vous. C'est pas mal ça, non? Et on peut aussi profiter pour scotcher un petit tract sur l'eau ou les cancers pédiatriques pour rajouter une petite couche. Il y aura un QR code qui mènera sur le manuel d'outillage justement. Comme ça les gens intéressés, ils pourront aussi avoir des idées. Et donc on va mettre plein d'idées comme ça.
Parce que ça nous concerne toutes et tous. Et que le monde paysan, il incarne notre guérison. Vous êtes des gens, vous connaissez, vous savez en fait les gestes, vous savez la terre, vous savez l'eau, les animaux. Et sans vous, on ne pourra plus guérir du tout en fait. Donc on a besoin de vous. Et il ne faut pas laisser le monde paysan disparaître. Donc on va aussi rejoindre le monde paysan, on doit les soutenir. Et la lutte, elle se passe par des trucs marrants, des actes, mais passe par le corps aussi. On parlait d'émotions. La maladie, ça passe par le corps, les émotions passent par le corps, la colère, la joie. Mais à un moment donné, on met son corps dans la rue, à certains endroits, dans des lieux, avec le monde paysan, avec toutes et tous, c'est indispensable. Parce que si la lutte contre les pesticides, elle va être longue et féroce, nous, on est de plus en plus nombreux, on est des millions. Et on peut faire changer la donne. Donc voilà, donc c'était un peu cette idée-là, et se dire que nous, à Cancer Colère, et avec plein de gens de cette alliance que je trouve incroyable, qui était inimaginable il y a 1 an, cette alliance, elle leur fout la trouille à ces industriels et à ces forces politiques. Parce qu'on va les démasquer. On va démasquer la réalité de leur politique. Nous, on veut être protégés. On ne veut pas que l'avenir, ça soit la chimio, on veut que l'avenir, ça soit rayonnant, qu'on puisse imaginer un avenir sans qu'on soit pollué par la maladie. C'est important, c'est vital. Il s'agit de notre désir de vivre. Et si on est en colère, c'est pas parce qu'on râle, c'est parce qu'on a tellement envie de vivre. C'est pour ça qu'on est en colère. Et c'est pour ça qu'on va aller faire des tractages, des apéricides. Et c'est pour ça qu'on va aller coller des affiches dans les chiottes. C'est parce qu'on a envie de vivre et on a envie que les gens qu'on aime, ils vivent. Et les gens qu'on ne connaît pas, ils vivent. Et les gens qui ne votent pas comme nous aussi, ils ont le droit de vivre. Et les gens qui n'ont pas le droit de vote non plus. Donc je vais vous laisser... j'ai beaucoup parlé. Pardonnez-moi. Je suis hyper bavarde et je suis lancée sur mes autoroutes. Et je suis très heureuse que d'autres prennent la parole parce que tout ça, c'est une affaire d'alliance. Et on ne va pas les laisser faire. Et le récit, ce récit sur l'agriculture, sur la maladie, sur les pesticides, c'est à nous de l'écrire. Et on a besoin de tout le monde. Donc on aura besoin de vous à un moment donné. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Fleur, pour tes mots, pour ton enthousiasme, pour ta force. Judith, est-ce que tu veux compléter aussi D'accord. Moi, je suis comme vous. Je crois qu'on a tous bu les paroles de Fleur. On aurait eu envie que tu parles encore, et tu pourras le faire encore, je crois. Moi, je suis toute émue de t'entendre. Qu'est-ce que je peux vous dire après ça ? Moi, je suis médecin généraliste de base. Moi, tous les mois, j'ai une nouvelle femme qui vient me voir parce qu'elle a trouvé une boule ou qu'elle a fait une mammographie et qu'on lui a trouvé des lésions suspectes et qu'on lui a trouvé un cancer. Et ça me touche parce que comme je suis médecin depuis 24 ans, et ben c'est des gens que je connais des fois depuis 20 ans. Donc ça me touche parce que je sais la galère par laquelle elles vont passer. Je sais qu'une fois que la radiothérapie, que la chirurgie, la chimiothérapie est passée, il reste les hormones et que tout ça, c'est pas cool. Ce qui m'effraie aussi, c'est le nombre d'enfants qui sont sous Ritaline pour des troubles du neurodéveloppement. Et ça, moi, toutes les semaines, je prescris sur les recommandations des pédopsychiatres de la Ritaline parce que voilà. Je sais pas, moi j'aurais vraiment pas voulu que mes enfants aient de la Ritaline. Je vous le dis parce que c'est de la famille des amphétamines et je trouve ça complètement dingue. C'est de la même famille que le Mediator, enfin, ça c'est, voilà. Donc moi ça m'estomaque. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas du tout pourquoi on dépense autant d'argent dans le dépistage des maladies, dans le traitement des maladies et si peu
dans la suppression des causes. Je vais quand même vous donner quelques chiffres parce que c'est hallucinant. En fait, rien que faire des radiodessins à toutes les femmes entre 50 ans et 75 ans tous les 2 ans, par an, ça coûte 200 millions d'euros, par exemple. Tous les gens entre 50 et 75 ans, tous les 2 ans, ils mettent une petite tige dans leur caca, ils l'envoient par la poste, vous savez, au centre de dépistage des cancers. Et ça, c'est du même ordre, c'est 200 millions d'euros par an. Quand on est dans les chiffres, les dépenses d'assurance maladie en 2023 sur le cancer, c'est 27 milliards d'euros. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. C'est en augmentation inquiétante chaque année. Et le cancer du sein, c'est 2% du montant total des dépenses d'assurance maladie en 2023. C'est en augmentation de 6,9% par an. Le coût des traitements anticancéreux en France, c'est plus 20% par an. La Cour des comptes est extrêmement inquiète. Il n'y a aucune négociation des prix des médicaments. En fait, quand vous êtes malade, c'est horrible de se rendre compte que votre maladie rapporte de l'argent. En étant malade, vous perdez énormément, mais vous faites gagner beaucoup. Et c'est insensé, et ça aussi, ça empêche de guérir. Et ces multinationales qui fabriquent à la fois des pesticides et à la fois des traitements contre le cancer, c'est extrêmement problématique. Donc, il y a aussi la lutte pour la santé publique, c'est la lutte pour nos droits sociaux, la sécurité sociale, et contre le fait que les maladies deviennent un Eldorado pour les industriels. Excuse-moi, je vous dis, mais voilà. Elle va encore m'interrompre juste avec ce que je veux dire. Je vous donne encore un autre petit exemple. Il y a une maladie qui s'appelle le myélome. En fait, le myélome, c'est une sorte de cancer de la moelle osseuse. Et il y a 6000 cas en France et 600 cas qui sont d'origine agricole. Donc c'est des gens qui ont travaillé avec les pesticides et donc ils ont des myélomes. Et en fait, ces gens-là, on va leur donner un traitement et c'est génial qu'on leur donne ces traitements. Avant, on mourait en un an. Maintenant, on peut donner l'immunothérapie. On va faire plusieurs cures d'immunothérapie. Il faut savoir qu'une cure d'immunothérapie, ça coûte entre 80 et 100 000 euros. Et quand vous avez un myélome, eh ben, vous allez peut-être avoir plusieurs cures de chimio, d'immunothérapie. Et le traitement d'un seul patient, ça coûte 1 million d'euros. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, on tient à la vie. La vie, c'est hyper précieux. Si on est capable de mettre cet argent-là pour soigner un seul patient, pour lui permettre, je sais pas, de voir naître ses petits-enfants, de gagner 5 ans, 10 ans de vie en plus, c'est génial. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on supprime pas la cause des maladies. Et alors, moi, quand même, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment l'altruisme qui fait qu'on soigne les gens, ou est-ce que c'est la rentabilité? Parce que si c'était vraiment l'altruisme, on ne devrait pas donner à nos enfants des pommes de terre qui ont été traitées au boscalide. Le boscalide, c'est un fongicide, c'est un anti-champignon. Vous savez, les pommes de terre, ça a le mildiou, et donc contre ça, on met du boscalide. Le boscalide, c'est un pesticide très dangereux qui s'appelle de la famille des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Et en fait, on sait que ça tue nos mitochondries, en fait. Les mitochondries, c'est des petits organismes qu'on a dans nos cellules qui lui donnent son énergie. Et en fait, il y a une maladie où les mitochondries sont malades, et dans cette maladie, ça donne le cancer. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Et en fait, tous les enfants, ils mangent des pommes de terre dans les cantines, au restaurant, dans leur famille, etc., qui ont été traités avec du boscalide. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Et en fait, les mitochondries, parce que vous savez, les mitochondries qui sont dans les champignons, c'est les mêmes que celles qui sont dans les vers de terre, chez les oiseaux et chez nous. Et ça, c'est vraiment fou. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, donc, je suis le relais local de Génération Future depuis 10 ans. Génération Future, c'est une association qui dénonce depuis 30 ans la présence des produits chimiques partout. Je veux rappeler quelque chose, par exemple,
vous avez peut-être été tous coquelicots. Vous vous rappelez des coquelicots, là, où on faisait signer les pétitions, on portait des coquelicots, on en vendait. Et en fait, Fabrice Nicolino, qui est quelqu'un de très en colère aussi, en fait, hein, il est fâché, lui, c'est un peu un furieux. Donc il a vraiment cru en ça, là, il y croyait à fond, là, la pétition pour les coquelicots. Il a quand même ramené à la ministre de l'époque 1,4 million de signatures. 2,3 pour les coquelicots 2,3, soit. J'ai pas la mémoire des chiffres. Eh ben rien du tout. Il s'est rien passé de plus. L'ICE, l'initiative citoyenne européenne qu'on a signée à grande envergure il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, pour demander de l'interdiction, enfin la non-réhomologation du glyphosate. Enfin, c'était un succès, c'était la première fois qu'il y avait eu un ICE. Et ben rien du tout. Et à cause de ça, ce qu'on nous donne, c'est la directive Omnibus qui veut complètement déréguler les pesticides de synthèse. Donc je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on se fédère tous, qu'on soit tous unis, on n'est pas encore assez nombreux, mais on va peut-être le devenir. Et puis là, je vais vous dire, ça c'est moi. Je vais vous dire que des fois, moi, les chefs de la gauche, je les appelle les connards de la gauche qui sont pas capables de se fédérer, parce que ça vraiment, ça me tue. Parce qu'en fait, si tous les gens de gauche étaient ensemble, et avec une seule personne, on pourrait peut-être s'en sortir, mais là, comme ils s'entretuent, on va peut-être se retrouver avec le Front National, voilà. Les ordonnances vertes. Maintenant, les ordonnances vertes, tout à l'heure. Antoine, est-ce que tu veux nous dire un mot par rapport aux maladies professionnelles que peuvent développer les paysannes, les paysans et tu nous avais aussi parlé un peu du déni qu'ils ont par rapport à la dangerosité des produits. Difficile de rebondir après des témoignages pareils. D'abord, du coup, je me suis dit, tiens, en cancer colère, j'avais pas fait le rapprochement qu'il y avait le monde paysan qui était en colère aussi. Vous avez tous vu depuis 2 ou 3 ans, les paysans manifestent. Et vous n'avez pas vu les paysans qui marquaient sur leur tracteur, sur leur benne, on veut plus de pesticides, on veut de l'acétamipride, enfin peut-être quelques-uns. Ils manifestaient surtout parce que le monde paysan est en train de crever. Alors avant c'était les petits, et maintenant tout le monde est dans la tourmente. Il n'y a plus de revenus dans le monde agricole, à part quelques-uns. Moi, on arrive à s'en sortir parce qu'on transforme nos produits et on court-circuite l'agroalimentaire, donc on arrive à peu près à en vivre correctement, mais le monde agricole souffre. Et souffre, c'est hallucinant. En ce moment, le constat, c'est qu'il y a de la surproduction dans toutes les productions sont en surproduction. Vous prenez dans notre région la pomme de terre, je vous le disais tout à l'heure à Flore, 1 million de tonnes de pommes de terre qui sont en train d'être balancées dans les méthaniseurs en ce moment. C'était une course. L'agrandissement, la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture, en tout cas nous à la Confédération paysanne, c'est comme ça qu'on parle de cette agriculture. L'acétamipride qui est réclamé pour les noisettes dans le sud de la France, mais surtout ceux qui réclament le plus, c'est les betteraviers ici chez nous, essentiellement cultivés dans les Hauts-de-France, pour faire plus de tonnage, pour faire plus de sucre, pour être toujours plus compétitif, c'est-à-dire être plus compétitif que le sucre de canne. Et on ne sera jamais compétitif par rapport à des productions comme le Brésil. Ça a été dit aussi par rapport aux accords de libre-échange. On n'arrivera jamais à produire de la viande à 1,50 € ou alors on va crever. Donc voilà, après, la problématique des pesticides dans le monde agricole n'est pas partagée. En tout cas, il y a un déni, je le vois, je vais prendre qu'à mon échelle autour de moi. Moi, je suis dans la Pévèle, c'est une terre très industrialisée, c'est la pomme de terre, c'est l'endive, c'est la betterave, et toutes ces productions-là consomment énormément de pesticides. Quand on parle à des voisins de la problématique des pesticides, pour eux, c'est pas un problème, quoi. Ils en veulent toujours plus. Il faut produire, il ne faut pas chercher à comprendre, et ils sont dans le déni, en tout cas, de dire qu'il y a une cause à effet de la pulvérisation des pesticides, d'abord pour leur propre santé, mais encore moins que ça pose problème, soit parce que les gens vont manger et vont être contaminés, mais déjà dans l'environnement, pour eux, il y a du déni. Il y a du déni parce que les gens, maintenant, les agriculteurs sont équipés de matériel très performant. Ils ont des pulvérisateurs, on va dire, high-tech,
qui savent se protéger, hein, on met des EPI pour se protéger. On a tous passé nos brevets pour obtenir un certificat pour pouvoir pulvériser, enfin, etc. Donc pour eux, c'est plus un problème. On nous a retiré beaucoup de molécules aussi. Je crois que c'était 53. Et en fait, moi je trouvais que ça avançait quand même dans le bon sens. Il y avait plus d'agriculteurs bio, donc l'agriculture bio, c'est exclu tous les produits chimiques dans le cahier des charges, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, qu'il y a de plus au top aujourd'hui. Il y avait une conquête en fait de l'agriculture biologique, même si nous on peut déplorer qu'elle n'est pas vraiment aidée, ou pas assez. Les molécules ont commencé à nous en retirer, mais là en fait on assiste depuis 2-3 ans, on fait machine arrière au niveau européen, mais surtout au niveau français, où les lobbies des pesticides sont en train de se rebiffer et sont en train de gagner à pas de géant, je pense, notamment à travers des lois. On l'a bien vu, on a eu la loi d'avenir agricole, où Duplon a voulu insérer dedans, on a appelé la loi Duplon, mais ce n'était pas la loi Duplon. Le Duplon a inséré des amendements, notamment sur l'acétamipride, mais pas que. Et puis là, on a cette loi d'urgence parce qu'il y a encore eu des manifestations cet hiver. Et en fait, elle ne répond pas du tout à la problématique des paysans. Dans cette loi, c'est plus l'autorisation de bassines, des élevages industriels plus grands, la réautorisation de certains pesticides. Voilà, donc ça pose question aujourd'hui vers où on va, vers quoi on pousse l'agriculture de plus en plus. En tout cas, ça va être pire si on continue dans ce sens-là, d'ici quelques années. En plus, on en parle tous les jours, c'est les agriculteurs qui vont partir en retraite. Grosso modo, dans les 10 prochaines années, on va devoir remplacer 50% des agriculteurs, rien que pour maintenir les 400 000 paysans qui existent encore aujourd'hui. Et on sait que si on veut une agriculture qui répond à des enjeux sociétaux, environnementaux, il faut plus de paysans. Grosso modo, il faudrait revenir au minimum à 1 million de paysans. Donc voilà, l'enjeu, il est là. Et en tout cas, nous, à la Confédération paysanne, on ne se sent pas attaqué. Parce que c'est ça, il y a un gros clivage aujourd'hui. Et ce qu'on veut emmener le monde paysan aussi, c'est dire, voilà, il y a le monde scientifique, il y a les médecins, il y a les gens qui ont le cancer, qui s'attaquent au monde paysan. Et en tout cas, nous, à la Confédération paysanne, c'est pas comme ça qu'on le perçoit en tout cas. Et qu'ensemble, il faut avancer. D'abord pour la santé de tous, la santé des agriculteurs, parce qu'on le voit quand même aujourd'hui, on était une catégorie socio-professionnelle quand même assez protégée. Et quand je regarde autour de moi, alors je peux en parler, parce que moi j'ai mon frère, ça fait 10 ans qu'il est disparu d'un cancer. Et bon, certes il a fumé, mais il a surtout utilisé beaucoup de pesticides, il était dans une endiverie. Les voisins, quand il était gamin, ils venaient le chercher pour pulvériser, pour éviter de brûler les champs des voisins. Et quand il revenait, moi ça me frappait. Et à l'époque, il y a 50 ans, on ne parlait pas de cette problématique-là. Ils se mouchaient tout jeunes, parce que les produits utilisés à l'époque, c'était des organophosphorés. Voilà, donc... quand je regarde dans mon village, je vois quand même beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui sont quand même touchés. Alors, je n'ai pas de statistiques, mais on est quand même largement touchés, de plus en plus impactés dans le monde paysan, et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Voilà, c'est un des faits qu'on observe. J'ai un collègue dans le village qui a une leucémie depuis quelques années, qui pulvérise énormément, il est tout le temps en train de pulvériser. Et en discutant avec lui, il me dit, oui, il y a peut-être un problème, mais on ne peut pas faire autrement, il faut nourrir le monde. Et donc, malheureusement, on en est là dans le monde agricole aujourd'hui. Merci Antoine. C'est pas très gai. Les dernières nouvelles, c'est quoi? J'ai vu hier un article, l'Europe qui débloque une aide de 540 millions d'euros
pour aider les agriculteurs à acheter leurs pesticides, puisque comme il y a un guignol qui a été fermé le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole augmente, donc... C'est pour les engrais. Ah oui, c'est pour les engrais, oui. Ouais, c'est lié. Mais c'est pour les engrais, oui, exact. Mais bon, enfin voilà, l'Europe va encore aider pour acheter des produits chimiques. Et une camarade me montrait tout à l'heure qu'il y a eu un vote pour du plomb 2. Donc voilà, la loi continue, j'ai pas le temps de tout lire, mais en tout cas la loi continue à son chemin au Parlement. Et bon, tout ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Je pense que ce qu'on peut conclure, c'est qu'on ne peut pas compter sur nos gouvernants, sur nos décideurs et décideuses politiques, et on va essayer de se débrouiller un peu par nous-mêmes. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi. On voulait poser le constat, mais voilà, maintenant, on sait qu'il y a aussi des super choses qui se mettent en place au niveau local. On voudrait parler un peu de ça, en fait, de comment on lutte à notre niveau, avec nos moyens. Donc Fleur t'en a déjà parlé, moi je retiens les apéricides, c'est très bonne idée. J'ai hâte de découvrir votre livret. Et alors je sais pas, Jo, est-ce que tu veux commencer, ou Judith? Vas-y, non. Je peux commencer. Moi c'est Joe et j'interviens ce soir en tant que représentant du mouvement Soulèvement de la Terre et Extinction Rébellion, et aussi les Naturalistes des Terres qui forment un collectif commun ici à Lille. Et donc j'imagine que ces noms sont inconnus pour très peu de gens dans la salle. Donc les soulèvements de la Terre, en tout cas au soulèvement de la Terre, il y a cette envie de dénoncer, de lutter contre l'accaparement des terres, l'accaparement des ressources, l'accaparement de l'eau. Donc ça s'est beaucoup cristallisé dans les luttes contre les méga-bassines, les luttes contre le monde du béton. Et en fait, on a la même lecture vis-à-vis de l'agro-industrie. C'est un accaparement des terres agricoles et de la ressource paysanne qui sert au profit des grandes entreprises agro-industrielles. C'est une mise au pas de territoires qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas être industrialisés au bénéfice d'un système qui est toujours industriel et qui cherche, à travers ses biais et à travers ses fonctionnements, de tirer profit de peu importe où il peut s'implanter. Donc, le lien qu'on peut faire avec tout ce qu'on discute dans cette soirée-là, c'est que les pesticides s'inscrivent totalement dans cette manière de concevoir le monde agricole. Ils ont été rendus nécessaires après la Deuxième Guerre mondiale, comme tu en as parlé. Et ils le sont, ils ont été de plus en plus rendus par les choix de politique agricole qui ont été faits. En fait, avant, comment est-ce qu'on faisait sans pesticides? Il y avait tout plein de prédateurs, aujourd'hui on les appelle biorégulateurs, ça va donner un très joli nom, mais concrètement, il y a une chaîne alimentaire qui fonctionnait très bien et les dommages sur les cultures étaient limités par les grands problèmes ou les grandes contaminations par lesquelles on doit utiliser les pesticides, ou à cause desquelles on doit utiliser les pesticides. Je sais pas où est-ce que j'en suis. Donc, oui, ils ont été rendus nécessaires, et aujourd'hui, alors qu'on montre bien qu'il y a des alternatives, il y a l'INRA qui se fait des super espaces tests agricoles où il n'y a plus besoin où les chercheuses tentent de ne plus utiliser de pesticides en coopération avec des producteurs-productrices. Ils ont des résultats où les rendements sont presque supérieurs, sont même supérieurs parfois aux résultats de l'agriculture conventionnelle, au rendement de l'agriculture conventionnelle, et ce sur plein de grandes cultures, notamment la betterave, où on a entendu partout pendant la loi du plomb que c'était impossible de faire la betterave sans pesticides, maintenant sexy. Et aussi, un exemple que je trouvais hyper impactant pour moi, c'est l'exemple de la métropole de Rennes, où
il y a eu un choix politique de sortir de l'usage de pesticides, enfin de sortir toute la métropole de l'usage de pesticides pour protéger la population et pour purifier l'eau, qu'il n'y ait plus de problème, ou plus de questionnement à boire l'eau potable, enfin de boire de l'eau du robinet à Rennes. Donc ça montre bien que si on veut mettre un peu la pression, on peut faire bouger les politiques. On a des exemples et on a des preuves que si on se met en mouvement et que si on fait assez de pression, on peut réussir à faire quelque chose. Comment on fait pression ? Fleur en a parlé un peu, et c'est une tactique qu'on soutient totalement. Et au soulèvement de la Terre, on développe aussi une autre tactique qui pour nous fonctionne totalement en parallèle et main dans la main avec ce qui a été présenté. Tu as utilisé une expression que j'ai trouvée super belle, c'était mettre nos corps pour désobéir et pour se mettre... et aussi, par la désobéissance, se mettre en action. C'est totalement la philosophie qu'on a. Et par utiliser notre corps, désobéir, se mettre en action et occuper un endroit avec des corps qu'est-ce qu'on fait ? On crée un débat politique en visibilisant quelque chose. C'est comme ça que nous, on voit l'action citoyenne qui est possible. Et qu'est-ce qui a été fait récemment ? En Normandie, il y a eu l'occupation d'un site de production de l'entreprise BASF, qui est une des 4 grosses entreprises internationales de production de pesticides. Et qu'est-ce qu'a permis cette occupation ? Premièrement, ça a permis de politiser un peu ce débat-là aussi, de la production de pesticides en France, sur notre sol. Ça a permis de commencer à créer une alliance, parce qu'il y avait déjà la Confédération paysanne et Cancer Colère, et le CSVPO, donc le collectif de soutien aux victimes des pesticides, et beaucoup d'autres collectifs qui ont aidé à organiser cette action. Mais qu'est-ce qui a aussi permis de prouver, ou qu'est-ce qui a permis de montrer cette occupation, c'est qu'il y avait des pesticides, et on le savait déjà, et on a eu des images de pesticides interdits en France, produits en France, exportés à l'étranger, et ensuite dans la nourriture qu'on réimporte, on retrouve les traces de ces pesticides interdits en France. Ça donne envie de faire ses courses chez Carrefour, en sachant que Carrefour a des magasins dans les colonies israéliennes. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Tiens, maintenant qu'on parle d'Israël, il y a eu, en avril cette année, aussi l'occupation d'un site de l'entreprise qui s'appelle Israel Chemicals, donc je ne vous dirai pas d'où elle vient, vous l'aurez deviné, qui est un site de production d'engrais qui a été occupé en Catalogne, donc par une organisation sœur qui s'appelle Revoltes de la Tierra. Et donc en fait c'est un grand site d'exploitation de potasse, il y a des chemins de fer qui permettent d'exporter ça qui ont été utilisés. Et donc ça montre bien, comme tu le disais, que là où il y a agro-industrie, il y a très souvent industrie militaire. Et en avançant, il y a quelque chose qui ressemble un peu à un gros apéricide. Imaginez-le comme ça, comme un apéricide ambulant, qui a été nommé le carnaval contre les pesticides et la loi du plomb, qui a eu lieu, je crois que c'était à Tours, une grande manifestation qui avait permis de bien rassembler ça, enfin de bien faire parler de ce sujet. Et très récemment, la semaine dernière, le 11 juin, il y a eu le blocage d'un site Bayer à Rennes. Donc, la pression contre ce monde agricole, contre l'usage de pesticides, elle grandit. Et on a envie de la faire vivre à travers ce mouvement. Au niveau d'Extinction Rébellion, c'est déjà une lutte qui a quelques années aussi, parce qu'il y a une campagne qui s'appelle Changement de régime qui existe et qui met plutôt l'accent sur les produits qui nous semblent banals tout le temps, mais qui contiennent énormément de pesticides. Il y a eu des campagnes ou des actions qui ont été faites pour dénoncer la présence de pesticides dans le vin pendant les fêtes, la présence de pesticides dans les fleurs que vous offrez à vos mamans pendant la fête des mères, ou à vos amoureuses ou amoureux pendant la Saint-Valentin. En fait, arrêtez, trouvez une autre idée, faites des fleurs en origami, c'est super mimi, et vous empoisonnerez pas les personnes que vous aimez, ou que vous aimez plutôt. Donc pour continuer cette pression-là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a une petite carte des sites
d'industrie agrochimique. Donc si jamais vous voulez aussi déposer des cartes postales et des petits trucs comme ça, il y a des adresses, il y a des noms, il y a des endroits, il y a des lieux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous parle un peu de l'agro-industrie comme des trucs très nébuleux, et nous on a envie de rendre leur présence tangible. Et on peut faire pression sur des personnes et sur des endroits quand on connaît leur présence et qu'on peut les nommer. Je vais terminer en parlant de 2 grosses mobilisations qui arrivent. Je vais faire la pub pour une mobilisation qui arrive très prochainement, que c'est la mobilisation contre le canal Seine-Nord-Europe. Vous me direz qu'est-ce qui nous parle d'un canal pendant qu'on parle de pesticides. En fait, je vais faire vite, mais le lien, une fois qu'il est expliqué, vous allez comprendre. C'est un projet d'immense canal qui va traverser la région, qui détruit 3300 hectares de terres naturelles et agricoles. Ça fait 8 fois la 69, pour les personnes qui ont un peu entendu des grandes luttes politiques d'accaparement des terres. Aussi, l'accaparement en eau que ça va produire, c'est 55 fois la bassine de Sainte-Soline. Et en creusant un peu le projet, il n'y a pas que le canal, il y aura aussi des grandes plateformes multimodales. On vend ça comme un super projet pour relier le bassin industriel parisien au port du nord de l'Europe, alors qu'il existe déjà un canal, et que le fret ferroviaire il est utilisé à 20% de sa capacité, donc on a d'autres solutions. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur ces plateformes multimodales qui longent le canal? En fait, beaucoup de projets de silos à grains. Donc ce méga canal va être une aubaine pour l'agro-industrie qui va pouvoir produire encore plus de grosses cultures céréalières, les stocker dans des immenses silos et les vendre dès que les prix seront bons, et exporter tout ça. Enfin voilà. Et aussi donc ça va pair avec, on a eu le vent de beaucoup de projets aussi de méga bassines qui vont commencer à s'implanter dans la région. Parce que le changement climatique va aussi nous affecter et qu'en fait le méga canal et l'aubaine que ça a pour l'agro-industrie va de pair avec cette philosophie-là, cette manière de voir l'agriculture. Donc ça se passera du 9 au 12 juillet dans la région et on vous y attend nombreux et nombreuses. Et pour revenir aussi un peu plus aux mobilisations qui ont un lien direct avec ce sujet, le 26 septembre, il y a une très grosse mobilisation sur un nouveau site producteur de pesticides, un site qui appartient à l'entreprise Syngenta cette fois-ci, qui est du coup la 3e très grosse entreprise qui produit des pesticides dont je parle ce soir. Ça sera entre la Normandie et l'Île-de-France, et là aussi, ça sera l'occasion de mettre nos corps à un endroit pour visibiliser ce qui se passe et politiser ce débat. Ça sera aussi avec la Confédération paysanne, avec Cancer Colère, avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides. Donc là aussi, on vous y attend nombreux et nombreuses. Si vous voulez en entendre plus, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et merci beaucoup. Alors le 26 septembre, c'est un samedi. On va pas dire ouais, mais je bosse. Et l'idée, c'est que c'est une marche, c'est-à-dire qu'on va pas aller droit vers l'usine, on va rester un peu éloigné. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est là, qu'on les regarde. Et plus on sera nombreuses et nombreux, il y aura plein de malades, il y aura plein de victimes de pesticides, il y a des gens qui vont venir des 4 coins de la France. C'est une mobilisation nationale et c'est aussi un moment marqueur. Et c'est pour dire, je refuse les pesticides. Donc oui, ça prend du temps, oui, ça demande de faire du covoiturage. C'est entre la région parisienne et la Normandie. Oui, c'est bon, ça vous pompe 24 heures, quoi. Bon. Mais plus on sera nombreuses et nombreux, on va se marrer, il va se passer des trucs sur place. On va essayer de faire de ce moment grave et sombre une raison aussi de passer un moment chouette et d'apprendre des trucs et de vivre des choses différentes. Et il y aura beaucoup de malades. Donc si les malades peuvent se déplacer, pourquoi pas les autres, quoi. Et c'est aussi une première étape. C'est une première étape et on va rentrer en action. Parce que là, ça fait quelques mois, on a bloqué le périphérique à Paris il y a quelques mois, en début d'année, avec les paysans et les paysannes de la Confédération paysanne, les étudiants d'AgroParisTech, des gens des soulèvements de la terre. Et nous, on n'avait jamais fait ça de notre vie. On a adoré.
C'était génial. Et il y en avait qui sortaient de chimio. Hein. Je veux dire, c'était excitant. C'est un nouveau truc, quoi. Voilà. Et c'est gratuit. Voilà, ça coûte rien. Et donc voilà, donc c'était hyper bien. Voilà, donc là, il n'y aura pas de choses, il n'y aura pas d'entrée sur le site par effraction. Voilà, donc soyez tranquilles, on va y aller peinard. Voilà, on va se faire des repas, il y aura peut-être des concerts. Voilà, tout est en cours d'organisation. Mais voilà, il y aura besoin de relais pour pousser les fauteuils roulants de toutes les personnes qui n'ont pas la force de marcher. C'est ça, en fait, ce sera ça, ce rassemblement. On va être forts et fortes ensemble. Et en toute, voilà, calme. Et on va chanter aussi. On est en train de la chorale Cancer Colère, en train de répéter. Et de qu'il va se passer des trucs forts. Et après, peut-être, vous irez bloquer le périphérique tout seul avec vos amis pour faire des apéricides, quoi. Voilà, ça va peut-être vous donner d'autres idées. Donc voilà, je voulais préciser. Je voulais juste rajouter qu'effectivement les occupations on y prend goût, donc faites attention en nous rejoignant. Et que aussi tu disais que si on est 2 millions de personnes à avoir une journée de libre, on peut faire beaucoup de choses. Imaginez si on est 2 millions de personnes à avoir un samedi 29 septembre de libre. 26 Un samedi 26 septembre de libre. Ouais. On va avoir des embouteillages, mais si on bloque l'usine en faisant des embouteillages, c'est bien aussi. Super. On trouve où les infos alors du coup ? Sur le site de la Confédération Paysanne des Soulèvements de la Terre de Cancer Colère. Voilà, mais c'est à Saint... Voilà, en fait, mais bientôt, en juillet, il y aura toutes les infos, on fait des appels à mobilisation. Mais voilà, ce sera sur nos sites internet, tout sera noté. Ok, super. C'est dur d'enchaîner après ça, c'était hyper... parce que j'allais parler d'un autre truc, mais ça rend un petit peu moins du rêve, mais il n'empêche que c'est quand même notre quotidien. On mange tous les jours, en fait. Donc, Antoine, je te regarde encore, mais on est d'accord, hein, l'agriculture sans pesticides, ça marche, en fait. Hein, on est d'accord. Vous arrivez à produire sans pesticides ? Ah oui, c'est possible. Oui. L'agriculture bio, c'est parce que c'est pareil avec la... Je veux dire, on a un outil qui s'appelle la PAC, 10 milliards d'euros. Tout à l'heure, j'ai entendu un autre chiffre, 27 milliards pour les cancers. En fait, l'agriculture, comme l'agriculture bio, nous on parle d'agriculture paysanne, aujourd'hui elle est très peu soutenue en France. L'agriculture industrielle, elle est vachement soutenue. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à ce que vous faites et nous, ce qu'on fait aussi, c'est on est dans le rapport de force par rapport à des lobbies. On a des lobbies extrêmement puissants en face, les lobbies d'argent. Vous êtes des lobbies aussi. Je pense que, en fait, c'était invisible avant les cancers, on en parle. Il y a tous des cancers dans les familles. Mais je trouve que c'est quand même une première d'oser se lever, de dire voilà, il y a un problème aujourd'hui lié aux pesticides. Et je pense que ça peut, si vous êtes nombreux, d'abord, je pense que ça vous fait du bien, vous, en tant que... Parce que moi, je l'ai vécu, en fait, en général, ceux qui ont des cancers se recroquevillent, sont chez eux, ils veulent plus se battre, et que là, ça doit aussi vous aider dans votre lutter contre la maladie. Enfin, je pense que c'est important. Je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, il y a une petite musique en ce moment qui dit on peut utiliser ces pesticides parce qu'en fait, on importe des produits du Brésil, enfin, avec tous les accords qu'on peut avoir, mais aussi entre les pays européens. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques années, on a eu un ministre qui s'appelait Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui n'a pas fait beaucoup de bonnes choses, mais il a quand même réussi à déclencher la clause de sauvegarde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait interdit le diméthoate, produit extrêmement cancérigène, dangereux, etc. Et il y avait la problématique avec les cerises françaises, donc interdiction, et on faisait rentrer en masse des cerises qui venaient d'Espagne. Donc il a pris une mesure qui est autorisée dans l'Union européenne, c'est les clauses de sauvegarde, de dire voilà, la subsidiarité, on ne fait pas rentrer un produit, des denrées alimentaires qui sont traitées avec un produit interdit. Donc on a su sauver une filière qui perdure aujourd'hui, et c'est plus un débat aujourd'hui d'utiliser du diméthoate. Pour dire que des solutions, il y en a plein, et qu'il faut arrêter. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est le mépris que j'ai entendu
venant de Rousseau, sur votre mobilisation, vous les cancers colaires, enfin je ne sais plus dans quel terme il a, toujours dans le déni, par rapport à ça, quoi. Il y a des gens qui disent qu'on fait le buzz sur le cancer et qu'on est en train d'affoler la population. Mais ces gens-là, ils pourront continuer à faire tout ce qu'ils font. Malheureusement, pendant qu'on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire, il y a des nouvelles personnes qui tombent malades. La réalité est de notre côté. C'est sinistre, mais c'est ça. Donc on sait qu'il y a une limite et que si on se fait pas... en local, il y a des gens de la coordination rurale et de la FNSEA qui sont venus voir des gens de cancer colaire en disant on est d'accord avec vous. Il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a une sorte de confusion politique qui est intéressante aujourd'hui et qui est aussi intéressante parce que tu parlais d'argent. Il y a un rapport qui s'appelle le BASIC et qui montre que si on arrêtait de subventionner l'agriculture conventionnelle parce que ces industriels, on leur donne de l'argent public pour nous empoisonner. C'est pas mal. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et que Arnaud Rousseau, quand il se présente sur les plateaux de télévision en disant « je suis un agriculteur », il est à la tête d'un groupe industriel international qui fait 7,9 milliards d'euros de profit. Il y a autant de différence entre lui et un agriculteur qu'entre moi et une amibe. Donc c'est quand même un truc de fou, quoi. Et c'est un mépris total aussi. Et donc, oui, ils ont essayé de nous mépriser, de monter les agriculteurs contre nous, mais ça ne marche pas. Et ce que je voulais dire, c'est que le BASIC montre que si on additionne les coûts de dépollution de l'eau qui sont en explosion, en 2 ans, plus 16% sur les factures d'eau en France, UFC Que Choisir, à cause de la dépollution de l'eau, liée aux pesticides et aux PFAS. Donc, les coûts de dépollution de l'eau qui sont portés par les collectivités locales, qui n'ont pas les moyens. Dans l'Est, il y a des bleds, ils n'ont pas les moyens de dépolluer l'eau, donc ils payent de l'eau en bouteille aux habitants et aux habitantes, et il n'y a aucune solution. C'est super. Donc les coûts de dépollution de l'eau, les subventions de la PAC qui vont à l'agriculture conventionnelle et industrielle, plus les frais, les coûts, mais qui sont sous-évalués, liés aux maladies provoquées par les pesticides, c'est de manière sous-évaluée 18 milliards d'euros par an. Nous, ces 18 milliards, on veut qu'ils aillent aux agriculteurs et aux éleveurs indépendants, et aux viticulteurs pour les apéros, et à la sécurité sociale, et pour lutter contre les déserts médicaux, et pour qu'il y ait une égalité de toutes et tous pour les soins. Et qu'on arrête la précarisation des personnes malades aussi, qu'on puisse faire face à ça. Et ça, il y a l'argent. Mais comme disent différents groupes, Booba, les vulves assassines, les milliards, on sait où ils sont. Il faut qu'on aille les chercher. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Mais on sait. L'agriculture, la santé, et c'est une priorité si on veut que l'avenir, ce ne soit pas la chimio. Et on reçoit beaucoup de messages d'enfants et de petits-enfants d'agriculteurs qui nous disent « Mon père, ma mère, mes grands-parents, ils sont tellement enfermés dans ce système par les banques, pieds et poings liés, par les banques, la MSA, les coopératives, les voisins, etc., la SAFER, etc. Ils ont le choix entre continuer à épandre des pesticides ou le suicide. » Voilà. On en est là. Et quand il y a des gens comme on les entend tous les jours qui disent que leur loi d'urgence agricole et du plomb, c'est pour sauver les agriculteurs, c'est une honte. C'est une honte. Et on ne les laissera pas faire, et on est aussi aux côtés du monde paysan, et je vais me répéter, donc je vais arrêter. Pardon. Merci. Il y a des questions. Alors, on voulait vous dire aussi un mot sur la sécurité sociale de l'alimentation et sur les ordonnances vertes, puisque ça, c'est des choses concrètes qui sont faites et qui commencent à se développer. Et je te laisse dire un mot sur les ordonnances vertes, puisque là... Dans cette salle, on est 5-6, on a monté un collectif de promotion des ordonnances vertes. Les ordonnances vertes, c'est une mesure sanitaire. C'est offrir aux femmes enceintes, le plus tôt possible dans leur grossesse, la possibilité d'accéder
gratuitement ou à faible coût à des paniers de fruits et légumes bio pendant toute ou partie de leur grossesse. Et c'est la possibilité, et c'est le fait de pouvoir bénéficier d'ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Et donc ça s'appelle les ordonnances vertes. Ça a été lancé à Strasbourg maintenant, et c'est promu par une association qui s'appelle l'Alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Et en fait, c'est génial, il y a plein de projets partout en France. D'une part, ça soutient l'agriculture biologique. D'autre part, ça protège concrètement les enfants à naître dans le ventre de leur maman des perturbateurs endocriniens. Et puis, c'est l'occasion de parler avec Madame Tout-le-Monde qui est enceinte, qui n'a jamais entendu parler de tout ça. On est 20 dans un atelier de sensibilisation, et puis on lui parle de l'origine développementale des maladies. Moi, je leur dis que s'il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein aujourd'hui, c'est peut-être parce que leur maman, elle a mangé du DDT quand elles étaient dans le ventre de leur maman. Et donc, en fait, ça permet de sensibiliser des gens qui sont loin de tout ça, qui ne sont pas dans cette salle aujourd'hui, et de leur parler des PFAS, de l'acide trifluoroacétique, de tous les polluants et des pesticides de synthèse. Et en fait, on sait que pendant la grossesse, c'est vraiment un moment très bon pour favoriser les changements alimentaires, etc. Et donc, c'est une mesure concrète pour faire progresser le bio, faire reculer les pesticides. Et vous voyez, à Villeneuve-d'Ascq, par exemple, il y a eu une expérimentation sur 50 femmes l'année dernière. Ça a marché, et maintenant ça continue sur 300 femmes, qui sera peut-être à peu près la moitié des naissances de la ville. Et on espère que dans pas très longtemps, ça soit dans la loi au niveau national, et que les ordonnances vertes, ce soit pour absolument toutes les femmes enceintes. Et ça sera chouette. Merci Judith. T'es très enthousiaste aussi, hein, c'est chouette. Et un petit mot rapide sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc l'idée, le point de départ, en tout cas le constat de départ, c'est aujourd'hui il y a 9 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire et qui ont besoin de l'aide alimentaire au quotidien pour se nourrir. Et voilà, alors finalement, oui, ils bouffent des pesticides, mais ils n'ont pas le choix en fait. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a une revendication qui est portée, c'est par rapport aux les petits sigles ABCDE sur l'alimentation, le Nutri-Score, même ça, on n'arrive pas à l'imposer, alors que quand même, c'est une revendication qui n'est pas terrible, quoi. On ne va pas dire d'arrêter de produire de la merde, on va juste dire de marquer sur la merde que c'est de la merde. Mais même ça, on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est un peu la cata. Donc l'idée de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de socialiser l'alimentation, tout comme on a socialisé l'accès aux soins, tout comme on a socialisé la retraite, etc. Et donc de créer un pot commun pour que chaque Française et chaque Français puisse avoir une somme à dépenser. Et il y a plusieurs piliers en fait dans ce projet, ce système, qui était en fait, quand on regarde le programme du Conseil national de la résistance en 1945, qui a créé la Sécu, enfin qui a donné les bases en tout cas. Il parlait de plusieurs choses qu'on a complètement perdues aujourd'hui. C'est la démocratie. À l'origine, alors moi je bosse pour un organisme de sécu, hein, donc je connais un petit peu, mais à l'origine, les conseils d'administration, ils étaient gérés à 75% par les travailleurs et les travailleuses, et ils décidaient réellement, concrètement, qu'est-ce qu'on rembourse, à quelle hauteur on le rembourse, et ça c'était, voilà, dans chaque caisse, on pouvait décider vraiment de ce qui était fait avec l'argent. Aujourd'hui, les CA, ils décident pour quelques petits budgets d'action sociale ou quelques petits... Mais voilà, globalement, depuis alors, ça doit être 67 et depuis 96, enfin bref, maintenant, c'est les lois de financement de la Sécu. Et voilà, on nous l'a volé, en fait, notre Sécu. Donc, en tout cas, le projet de sécurité sociale de l'alimentation reprend cette base-là, la démocratie, le fait qu'on puisse choisir, qu'il y ait des comités citoyens qui puissent choisir ce qu'on peut acheter en fait avec l'argent. Et donc, le deuxième pilier, c'est le conventionnement. C'est le fait que les producteurs, les productrices, les magasins peuvent être conventionnés pour pouvoir accepter une espèce de carte vitale de l'alimentation.
Et là, c'est pareil, c'est les comités citoyens et les producteurs, les productrices qui se mettent, qui se mettent d'accord pour savoir qu'est-ce qu'on vend, comment on fait pour que dans un bassin, sur un territoire, on puisse proposer ce dont les mangeurs et les mangeuses ont envie, ont besoin, ont envie aussi, hein, parce que c'est important. C'est pas juste rester sur... voilà. Et